Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de la SFAR avec un sujet qui nous intéresse tous, qui est qui doit-on, qui peut-on, qui met-on en unité de soins critiques, de réanimation ou de soins continus. Donc tout d'abord, je vous présente nos excuses puisque le site de la SFAR est en rideau. Ceci est totalement indépendant de nous puisqu'il s'agit d'une panne sur les serveurs de notre hébergeur depuis le début d'après-midi qui n'a pas pu récupérer. Donc pour ceux qui regardent en live, l'émission n'est visible que sur le Facebook Live. Et donc je vous propose de passer une heure ensemble pour essayer de répondre à cette question qui est une question quotidienne pour nous, anesthésistes, réanimateurs, mais pour nos collègues urgentistes, pour les chirurgiens, pour tous les intervenants de cette filière de soins. Qui doit-on admettre dans nos services? Donc pour répondre à cette question, j'ai autour de moi plusieurs invités de choix. D'abord, professeur Catherine Pogam, qui est chef de service, chef de pôle, le président du comité scientifique de la SFAR, qui s'occupe de la filière traumato sur la région parisienne, s'occupe des sérotiques, de plein de choses. Catherine, merci d'être là. Merci Jean-Michel. À ma droite, vous avez le professeur Marc Léon de Marseille, qui est également chef de service de réanimation, qui s'occupe beaucoup de sepsis, de traumato, qui est le président du comité réanimation de la SFAR. Donc Marc, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci Jean-Michel. À la droite de Marc Léon, vous trouvez Mathieu Legrand, qu'on ne présente plus, c'est l'homme qui réanime les patients brûlés à plus de 95%. Mathieu est donc PUPH d'anesthésie réanimation à l'hôpital Saint-Louis. Il est très actif au sein de la société. Mathieu, merci d'être avec nous. Merci Jean-Michel. Jean-Christophe Orban de Nice, pour le côté éthique, devenir des patients en arrêt cardiaque, pour plein de choses, pour ce côté pratique universitaire qui l'anime depuis pas mal d'années maintenant. Jean-Christophe, merci d'être avec nous. Merci Jean-Michel. Et Dominique Pateron, pour pas qu'on reste juste entre nous, pour avoir le côté de nos correspondants peut-être les plus fréquents avec les chirurgiens, qui est donc urgentiste à l'hôpital Saint-Antoine et qui a la particularité d'avoir travaillé très récemment sur un papier dont on discutera, qui nous intéresse tous, sur les relations et sur la façon dont il faut gérer les sujets âgés, notamment des urgences vers la réanimation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc je vous propose qu'on commence directement et qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que c'est une question importante. On ne peut pas accepter tous les patients en réanimation, on ne peut pas accepter tous les patients en soins critiques, parce qu'on a des problèmes de moyens, mais en même temps on a une obligation, au moins de moyens si ce n'est de résultats. Donc Marc, cette problématique sur qui est-ce qu'on doit admettre ou pas en réanimation, comment est-ce qu'on peut l'aborder? Alors, on va commencer par l'aborder par les termes de la loi et du décret. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, on travaille sur un décret qui date de 2002, qui nous définit le cadre sur lequel on doit admettre des patients selon le niveau. Et donc, globalement, en réanimation, c'est la défaillance aiguë qui conduirait au décès s'il n'y a pas de suppléance qui doit conduire à l'admission en réanimation. Et ça, c'est bien notifié dans ce décret de 2002. On a pour les soins critiques une deuxième phase qui est l'unité de surveillance continue. Et là, c'est un patient qui potentiellement peut avoir une défaillance d'organes et qui devra donc être non pas suppléé, mais surveillé. Et on doit mettre donc dans ces USC ces patients qui ont une potentielle défaillance d'organes. Il faut quand même resituer le contexte. Ce sont des denrées rares, les lits de réanimation, avec un poids médico-économique assez important, puisque une journée en réanimation, c'est à peu près 1 500 €. C'est même sous-évalué, de 13% à peu près. Et on a 2 infirmières, on est richement pourvus. On a 2 infirmières pour 5 lits, on a une aide-soignante pour 4 lits. Et donc, ça consomme beaucoup de ressources de l'hôpital. Et donc, il faut utiliser au mieux ces ressources, car on a la chance d'avoir tout ça. Et donc, il faut définir dans quel cadre on va utiliser cette manne. Il faut regarder l'apport sociétal de la réanimation. La réanimation, c'est à peu près 20% de décès en sortie de réanimation. C'est à peu près 40% de décès à 1 an, quand on prend des patients un peu plus graves, les patients un peu sélectionnés un peu plus graves. Donc voilà, ça c'est le cadre global qui va nous faire réfléchir pour la suite de l'émission sur le bien fondé de l'utilisation de ces ressources. Il n'y a pas de question financière à proprement dite, mais il faut savoir comment on va utiliser dans des endroits où il n'y a pas toujours une abondance de lits, au mieux ces ressources.
Globalement, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'on a la chance en France que ce soit les médecins qui gèrent les flux et qui ont l'autorisation d'admettre ou de ne pas en mettre en réanimation. Le législateur n'a pas mis sa main là-dedans et probablement qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça pour pouvoir conserver cet avantage. J'imagine que du côté des urgentistes, vous avez un questionnement qui doit être un peu différent, même si la finalité est la même. Mais... Oui, alors, une première remarque, en fait, la plupart des malades qui sont proposés en réanimation passent par des structures d'urgence, que ce soit les SAU ou que ce soit via le SMUR. Alors la décision entre l'urgentiste et le médecin réanimateur, enfin le réanimateur, passe par un dialogue. Et ce dialogue, il se base sur plusieurs éléments. La pathologie, en général, c'est un dialogue relativement rationnel, qui est assez consensuel. Et puis sur d'autres facteurs qui sont des facteurs, je dirais, associés. Alors ils sont associés au patient, c'est l'état cognitif, c'est l'autonomie du patient, c'est sa dénutrition, et d'autres facteurs qui sont liés aux structures. Il y a combien de lits disponibles, comment est chargé l'hôpital. Et finalement, on s'aperçoit que d'emblée, il y a une forme d'autocensure des urgentistes par rapport à ce choix d'admission, mais qu'au-delà de ça, il y a un dialogue qui débouche sur une décision. Et une autre remarque que je voudrais faire, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une très très grande hétérogénéité finalement dans des décisions. Si on prend le cas du sujet âgé et du taux d'hospitalisation des sujets âgés dans une région donnée, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un rapport de 1 à 5 entre les différents hôpitaux d'une même région. Et là, on touche bien du doigt cette problématique, d'une part des éléments rationnels peu discutables et d'autres éléments moins rationnels ou disons plus à l'appréciation de chacun avec une très très grande hétérogénéité. Et alors, cette grande hétérogénéité, alors on la connaît aussi sur l'offre de soins en termes de lits de réanimation au niveau national. Je ne sais pas, Catherine, Marc, est-ce que vous pensez que ça influence, cette offre de lits de réanimation, influence la décision d'admettre ou pas admettre, ce qui n'est pas forcément bien, mais dans la vraie vie, est-ce que ça n'influence pas ? Je crois qu'il est quasiment impossible de dire que ça ne peut pas influencer. Il est forcément, si on compare, si on met à deux situations un petit peu extrêmes, une situation d'une réanimation de 15 lits qui va couvrir un bassin géographique qui est quasiment captif, forcément, le réanimateur, au moment où on va lui proposer une admission, il lui reste un lit de libre, ne va pas se retrouver dans le même niveau de discussion que pour exactement le même patient, et je crois que c'est ce que traduit l'hétérogénéité qui est rapportée par Dominique Patron, le réanimateur qui est dans un réseau au hasard d'une grande région urbaine ou co-urbaine, plusieurs réanimations à la ronde dans un délai pas très relativement court, et où finalement la décision est plus facile et sans notion de si je prends ce lit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut-être derrière en bénéficierait plus ou pas. Donc indéniablement, la façon dont elles sont réparties et la localisation géographique sont des critères qui influent, même si jusque-là, la façon dont on a essayé de les caractériser est pas si simple que ça. Mais je pense que c'est difficile de dire que ça ne pourrait pas influer. D'accord, merci Catherine. C'est une chose qu'on imagine, mais qu'on a un petit peu du mal à formuler. Je crois que c'est important qu'on puisse dire ce soir c'est bien montré ce genre d'éléments. Par les agences. Hein. Si vous avez un département où il y a très peu de lits de réanimation par rapport au nombre d'habitants, et un département où il y a beaucoup de lits de réanimation par rapport au nombre d'habitants, le recours à la réanimation sera beaucoup plus fréquent dans un département où il y a beaucoup de lits par rapport au nombre. Ça, c'est bien démontré sur les régions. Et donc ça, c'est un fait indiscutable. Il y a l'effet ratio, il y a l'effet géographie, qui ne sont pas complètement identiques. Parce qu'on peut avoir des ratios assez faibles, il y a des problèmes géographiques d'accès, tout simplement aussi, qui changent un peu la donne parfois dans la prise de décision. Alors, continuons, essayons d'avancer un petit peu. Moi, je vous propose de commencer par ce qui est simple, et disons par les indications de réanimation qui ne sont pas discutables. Donc, Mathieu, comment on peut faire pour aborder là où il n'y a pas de discussion possible, il faut admettre en réanimation, et pourquoi est-ce qu'il faut admettre en réanimation ? Il faut admettre en réanimation, globalement, et ça, je rejoins ce qu'a dit Marc Léon avant, quand le bénéfice de la réanimation est clairement attendu, et globalement, quand il y a des défaillances d'organes, qui sont aiguës et a priori réversibles. Et donc, tous ces patients qui sont dans cette situation-là, la traumato sévère, les brûlés graves, le post-opératoire lourd ou les sepsis sévères, choc septique, avec une défaillance d'organes, un état de choc, une défaillance hémodynamique, rénale, ventilatoire, etc., qui va nécessiter un support, une suppléance d'organes. Ça, c'est l'indication
revendications phares de la réanimation pour lesquelles il y a peu de place en fait, à la discussion, en tout cas parce qu'a priori, les défaillances seront réversibles et la question de la réversibilité ou la non-réversibilité se posera plus tard, une fois le patient déjà admis dans les lits de réanimation. D'accord, donc ça c'est de bonnes bases. Dans les bases, est-ce qu'il y a des... Alors je vais utiliser volontairement le mauvais terme, est-ce qu'il y a des groupes de patients pour lesquels on réfléchit? Des groupes de patients ou peut-être des groupes de pathologie. Je pense qu'on peut prendre effectivement l'exemple de l'organisation de la traumatologie. On a petit à petit, alors historiquement, un démarrage dans le sud-est, mais maintenant une politique des ARS, de l'offre de soins, qui s'étend quasiment à la totalité de la France et dont l'objectif est de mettre en place des filières, des parcours patients, et la traumatologie est un magnifique exemple de ça. Cette offre de soins, c'est régulé par un support, j'allais dire, qui est scientifique, avec la démonstration que quand un malade est gravement ou souffre d'un traumatisme grave, son admission dans des centres qu'on appelle de niveau 1, mais qui disposent du plateau médico-technique 24/24, 365 jours par an, va être associée à une amélioration de sa mortalité. Et parce qu'on va réduire les délais de prise en charge, parce que les équipes sont entraînées, ont l'habitude de travailler ensemble. Et donc, c'est vrai que ce groupe de patients, cette filière de patients a bénéficié, et depuis quelques années, et quasiment maintenant, ces organisations sont en train de se mettre en place dans la totalité des régions de France, d'une définition d'un parcours patient, de critères de tri, de critères d'admission pour les différents niveaux, et d'arriver à obtenir des choses qui sont finalement assez simples, parce qu'il y a des critères de qui on met en niveau 1, qui on met en niveau 2, qui on met en niveau 3. Alors c'est beaucoup de travail, des sociétés savantes, de devenir consensuel. Ça nous autorise un surtriage, un sous-triage, mais c'est vers ça qu'on tend. Et effectivement, au quotidien, c'est une des façons assez simples de ne pas avoir trop de poser de questions. Il y a des critères et on admet. Et effectivement, ça permet, en tout cas pour ces filières-là, de simplifier un peu le mode de décision. Et encore une fois, ce qui est particulièrement intéressant en traumatologie, c'est que tout ça est un rationnel, j'allais dire, scientifiquement évalué, avec une amélioration du devenir des patients qui sont pris en charge dans ce système-là. Et c'est quand même l'objectif de nos services de réanimation et de soins critiques, c'est améliorer le devenir des patients. D'accord. Alors j'ai une question là, qui vient d'être relayée par Luc Mercadel. Alors je ne sais pas si c'est directement sur Marc ou sur Mathieu, mais c'est une précision qui est demandée. Alors je n'ai pas le nom de la personne qui a posé la question, mais c'est est-ce que le risque de défaillance est un critère suffisant pour être admis en réanimation? Non, le risque de défaillance, c'est typiquement l'USC. C'est-à-dire que si mon patient est à risque de défaillance mais n'a pas de défaillance installée, typiquement, c'est ce qui rentre dans la définition de l'USC et du cadre de l'USC. Si mon patient a sa défaillance installée, il est en réanimation. D'accord. On va revenir sur ce point, je crois que c'est important, mais probablement qu'on n'a pas été parfaitement clair sur les premiers échanges, et c'est pour ça qu'on a eu cette remarque. C'était bien de clarifier ça d'emblée. Puisqu'on est là dans la réanimation et toujours dans les admissions non discutables en réanimation, est-ce que le post-opératoire, c'est l'admission en réa en post-opératoire, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité? On a tous commencé notre métier en prenant en réa de façon systématique des patients post-op qu'on appelait lourds, entre guillemets. On en est où aujourd'hui? Clairement, et là, au risque peut-être de répéter ce qu'on vient juste de dire, en tout cas, concernant la réanimation et les lits étiquetés réanimation stricto sensu, et donc en mettant les unités de surveillance continue à part, le post-opératoire lourd n'est pas en soi un critère d'admission en réanimation. Ça, il y a la littérature maintenant qui commence à s'accumuler sur le sujet, sur l'absence de bénéfices attendus. Et en fait, on comprend bien parce que le bénéfice attendu de la réanimation est justement celui de pouvoir suppléer à des défaillances d'organes. Et quand celles-ci ne sont pas présentes, même après une chirurgie lourde, le bénéfice attendu est clairement pas au rendez-vous. Et donc, ça ne sera pas la réanimation systématique pour ces patients-là. Encore une fois, la réanimation, c'est du traitement symptomatique de défaillance d'organes qui sera toujours associé à la prise en charge étiologique, la raison pour laquelle les défaillances d'organes sont survenues, mais la réanimation en soi, elle doit s'inscrire dans le traitement de support des défaillances d'organes. Donc là, on revient un petit peu sur la notion qu'avait introduite Marc, et de dire il n'y a pas suffisamment de lits de réanimation pour admettre tout le monde, donc il faut cibler, et c'est bien l'existence d'une défaillance d'organes
donc que le réanimateur supplée à une défense d'organes, qui est le critère d'admission en réa. Il faut être clair, hein, c'est le patient qui va faire une complication péropératoire et qui est insevrable, une catécholamine ou de la ventilation, un choc hémorragique, lui a sa place en réanimation. Hein, c'est l'admission réglée, programmée dans une chirurgie de principe. Voilà. On est tout à fait d'accord. Pour donner un exemple, c'est les patients qui, à 20 ans, chirurgie œsophagienne, c'était systématiquement réanimation. Clairement, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Si le péropératoire n'a pas été compliqué, s'il n'y a pas besoin d'une suppléance d'organes en post-op, il n'y a plus de place en réanimation pour ces patients-là. En réanimation. Donc, mais justement, s'il n'y a plus de place en réanimation, on les met où, ces patients ? Jean-Christophe, est-ce que c'est la place de l'unité de soins continus ? Alors ça peut être effectivement la place d'unité de surveillance continue, hein, dans la mesure où il y a un certain nombre d'indications de chirurgie lourde qui peuvent être admises en chirurgie continue, puisque ce sont des patients qui, comme on vient de le dire, n'ont pas de défaillance d'organes. Mais il n'y a pas que l'indication opératoire, la chirurgie lourde, et aussi le terrain. C'est-à-dire qu'un certain nombre de comorbidités peuvent se décompenser au périopératoire et par ce biais-là nécessiter une surveillance plus rapprochée qu'un service de chirurgie tout à fait classique. Et entre l'indication purement liée à la chirurgie ou au terrain, après on a l'interaction des deux, puisque un certain nombre de chirurgies, pas nécessairement très lourdes, des chirurgies à risque modéré, peuvent décompenser un certain nombre de pathologies chroniques. Et dans ce cas-là, ça ouvre clairement l'admission à une surveillance en unité de surveillance continue. Voilà. Mais cette admission systématique, même pour un certain nombre de types de chirurgies, est remis en cause, puisque, pour prendre l'exemple de la neurochirurgie intracrânienne, on commence à avoir des données qui disent qu'une surveillance de 4 à 6 heures en SSPI permettrait, s'il n'y a pas de complications, après d'éviter le passage en USC et de passer en service de chirurgie standard. Donc là aussi, avec l'évolution des pratiques, ce sont des choses qui vont probablement encore évoluer dans le temps, et peut-être qu'on est passé de systématiquement en réa à en USC, peut-être maintenant en service. Alors justement, il y a une question qu'on se pose tous quand on fait l'anesthésie, des consultations d'anesthésie, c'est la gestion des flux de patients et comment est-ce qu'on peut anticiper. Alors tu as parlé de type de chirurgie, mais il n'y a pas que le type de chirurgie, de toute évidence. Donc comment est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut scorer ? Qu'est-ce qu'on doit utiliser ? C'est vrai que c'est une excellente question. À ma connaissance, il n'y a pas encore de score qui permettent de faire interaction entre le type de chirurgie et la pathologie. C'est vraiment après le bon sens de l'anesthésiste qui voit le patient en consultation ou à la visite pré-anesthésique et qui va organiser derrière un séjour, une admission en USC. Parce que c'est un peu compliqué au cas par cas de dire telle ou telle pathologie, telle ou telle chirurgie, l'interaction des deux va aboutir obligatoirement à une admission en USC. Et puis le péropératoire, bien entendu. Ouais, le péropératoire, ça on entend bien, c'est la notion de complication entre guillemets. Là, on était plus dans la prévision du risque. J'ai une question là qui vient d'arriver. Alors ce coup-ci, elle est identifiée. C'est Serge M, qui est anesthésiste dans la Loire, qui nous dit: est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à screener les patients qui nécessitent d'aller en unité de soins continus? C'est vrai qu'il y a à peu près autant de scores que d'équipes qui publient. Sur le risque respiratoire que je connais un peu, il y a au moins 4-5 scores, on a des risques hémodynamiques. Est-ce qu'on peut attendre une aide dans le temps ou dans l'efficience pour arriver à faire justement ce sur quoi tu bloquais, c'est-à-dire l'interaction chirurgie à risque, modéré par exemple, et risque du patient? Est-ce qu'il y a des pistes un peu là-dessus? Je ne sais pas ce sur quoi je travaille habituellement, l'intelligence artificielle, mais ça me semble tout à fait possible. En analysant plus finement ce que nous on fait au quotidien, c'est possible qu'on ait des pistes pour pouvoir orienter mieux le patient en post-opératoire. Oui, ça me paraît possible. On pourrait imaginer peut-être, je ne sais pas, vos réactions à chaud, qu'à force d'enregistrer des consultations d'anesthésie dans des bases de données… Oui, c'est possible. Moi, je pense qu'effectivement, en brassant énormément et en apprenant, après, on va y arriver. L'intelligence artificielle va permettre d'y arriver. Il y a juste un problème, c'est qu'est-ce qu'on va définir comme étant une admission en USC légitime ou quand est-ce qu'on va considérer qu'une admission en USC a été futile. Et donc, est-ce qu'on va appliquer de la statistique des grands nombres à un individu? Et quand est-ce qu'on dira, cette personne, on avait prédit son risque, on a admis que son risque de complications post-opératoires va être de N%. Et comment on va définir que, avec ce niveau de risque, eh bien, on sait l'admission en USC va lui être bénéfique.
on va, et ça, le big data, il y a un moment forcément permettra de répondre, mais c'est la deuxième partie, c'est un, prédire, et deux, savoir si le fait d'admettre en USC va permettre de réduire ce risque, ou en tout cas, quand la complication va survenir, d'en réduire les conséquences. Donc, il y a encore du travail d'analyse, mais je ne vois pas quelque chose qui résiste à la capacité de traitement de données multiples, ça, je pense que c'est certain. Donc, il y a deux choses avec l'intelligence artificielle. Hein. Il y a le big data, comme on a eu sur le sepsis, là, hein, qui va, je crois, nous donner des cadres très précis. Et puis, il y aurait, par exemple, mettre une petite puce sur un patient et le suivre pendant une semaine, la semaine avant la chirurgie, et de se dire, ben voilà, à partir de ces critères d'une population qu'on a suivie pendant une semaine, on peut dire qu'eux vont faire son travail de complications et vont développer, pouvoir aller en USC. Voilà, on peut imaginer des choses beaucoup plus en amont aussi de la période chirurgicale. Et on peut aussi imaginer des choses qui ne se passent pas en USC, qui se passent en salle, et où on améliore grandement notre capacité à reconnaître qu'un patient est en train, alors pas de prédire, mais à reconnaître qu'il y a un début de complication, et pas au moment où on est appelé, au moment où rien ne va plus parce que la tension est basse, parce que le malade est très saturant, mais d'avoir des systèmes de monitorage probablement assez microscopiques, un peu plus intelligents, qui déclenchent sur des petites variations et qui signalent qu'il est en train de se passer quelque chose, et si possible un peu plus tôt que quand rien ne va plus et où là on est de l'ordre de la réanimation. Mais ça va venir et ça changera probablement aussi notre capacité à dire on va le mettre en réanimation parce qu'il est à risque de défaillance et finalement qu'est-ce qu'on fait? On le soigne, on l'optimise et puis on essaie de voir venir la complication le plus tôt possible et de la prendre dès son démarrage, savoir la reconnaître, de ne pas avoir de retard. Peut-être que ça on saura le traiter ailleurs qu'en USC et d'avoir une reconnaissance plus précoce. Donc là, globalement, on a fait un pas de plus, on est quasiment en train de dire comment est-ce qu'on pourrait éviter de surcharger nos USC, parce qu'on sent bien le problème qui est en train de glisser de ce qu'on avait en réanimation. Bon, on a exactement la même chose qui va se dessiner en USC, on ne pourra pas mettre tout le monde dans les unités de soins continus. Marc, est-ce que tu penses que, par exemple, s'il y a une notion de perte de chance dans le choix, est-ce que dire ce patient-là, je ne le mets pas en USC, est-ce qu'on risque d'influencer son pronostic ? Il n'y a pas de données très nettes de la littérature. En fait, l'hôpital de demain, ce sera un hôpital avec un gros plateau technique de soins critiques, réanimation USC, et puis des services de chirurgie, mais pas où les patients seront mis en fonction de la lourdeur des actes qui leur sont nécessaires. Et puis, il n'y aura plus peut-être le service de telle chirurgie ou de telle chirurgie. Voilà, ce sera, et puis après, il y aura la RAC et l'ambulatoire, en sachant que même un patient de RAC peut passer quelques heures, quelques jours dans une USC. Et je crois que l'intelligence artificielle, ça va résoudre tout ça. C'est-à-dire que la plupart des patients qui seront en unité auront un monitorage d'une façon ou d'une autre et seront suivis. Et à ce moment-là, la notion de perte de chance n'apparaîtra plus. Je crois qu'il y a un truc important dans ce que tu viens de dire, c'est le fait d'être en USC n'empêche pas de faire de la RAC, et au contraire, je pense même que ça peut favoriser. C'est-à-dire qu'on peut faire de la réhabilitation précoce chez des patients à risque après des chirurgies lourdes, parce que justement on est en USC et qu'on a d'autres moyens. Juste sur un plan purement administratif, peut-être pour y voir un peu plus clair, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'USC? Pour l'instant, c'est relativement simple. Les USC qu'on qualifie de post-opératoires, elles sont tarifées uniquement sur la base d'une liste de chirurgie qui a été établie il y a presque 10 ans. Et on a dit, pour cette chirurgie, on code un tarif USC. On voit bien, alors on sait que ça va probablement évoluer, et on voit bien que ce n'est pas très satisfaisant. Probablement que c'est moins d'actualité. Ça ne prenait absolument pas en compte la notion de terrain et que très régulièrement, on met en USC des gens parce que le terrain, plus une chirurgie intermédiaire, mais la chirurgie intermédiaire ne code pas, mais ce n'est pas le sujet pour nous, et qu'il va falloir faire évoluer la façon dont on tarife ces soins post-opératoires d'une façon plus générale. L'autre remarque que je voulais faire est plutôt sur l'hôpital de demain. Donc l'hôpital de demain, on est tous très confiants. On est moins confiants sur ce qu'on voit en ce moment. Ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même des salles, en particulier des salles de chirurgie ou de médecine, où la nuit, il n'y a pas grand monde et où, effectivement, eh bien, si on veut espérer dépister suffisamment tôt la complication qui survient, on se pose vraiment la question de remettre les gens dans un milieu de surveillance un peu plus intensif. Et effectivement, pour l'instant, on est quand même dans des situations où bien, c'est quand même là où il y a de la lumière la nuit, en réanimation et en USC,
alors ici on essaie de laisser dormir un peu les malades, mais c'est quand même là qu'on a une chance d'avoir pour l'instant des patients surveillés et chez qui on va dépister rapidement, parce que ça c'est l'idée, les complications. En réa aussi, on essaie d'essayer de dormir les malades la nuit, mais c'est différent. On était très centré sur ce qui est USC chirurgical, entre guillemets. Dominique, des urgences, est-ce que vous avez une vision un peu différente entre la demande de réanimation et la demande de soins continus? Alors, je crois qu'il faut repartir du parcours du patient aux urgences. Un malade qui est identifié comme potentiellement grave à l'arrivée aux urgences va aller en salle d'accueil des urgences vitales. Et à partir de là, il y aura 3 parcours possibles. Soit on identifie une défaillance d'organes qui nécessite une suppléance. Ça, je crois qu'il va en réanimation et il n'y a pas tellement de discussion là-dessus. Soit il a des soins dans cette salle d'accueil d'urgence vitale, il s'améliore et il sera surveillé en unité d'hospitalisation de courte durée des urgences, qui est peut-être un intermédiaire entre la salle où il y a moins de surveillance et l'USC. Et puis soit on est avec un malade qui reste avec une certaine incertitude dans son évolution, dans sa gravité. Est-ce qu'il va avoir besoin dans quelques heures d'une suppléance? Comment il est? Et celui-là relève de l'USC. Et c'est là où l'USC s'inscrit, et elle s'inscrit dans le prolongement, je dirais, dans le prolongement de la SAUV, de la salle d'accueil des urgences vitales, où on va faire les premières heures à la SAUV, et puis, pour ce malade intermédiaire, on aura besoin de l'USC. D'accord, merci Dominique. Donc on a posé les bases du problème. Je vous propose d'essayer d'avancer un petit peu et d'avancer par une problématique de société. On a un vieillissement évident de la population qui vieillit en bonne santé, mais pas exclusivement. Donc il y a un vrai problème sur que doit-on faire des patients âgés ou très âgés par rapport à l'admission en soins critiques. On a des données nouvelles, on a un des responsables de l'équipe qui a fait ça. Donc Dominique, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces nouveautés en termes de soins critiques et sujets très âgés? Alors d'abord, sur le plan du contexte, comme tu l'as dit, les patients âgés pour lesquels se pose le problème d'une admission en réanimation sont de plus en plus nombreux. Et c'est particulièrement intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les facteurs associés sont les plus nombreux dans cette population. Il ne s'agit pas uniquement d'une pathologie ou d'un risque chirurgical déterminé, mais de facteurs associés qui sont multiples. Donc cette population âgée, elle est intéressante à étudier et à donner des recommandations particulières. On avait fait un premier travail qui étudiait les facteurs de mortalité à 6 mois pour les patients âgés hospitalisés en réanimation. Et ce premier travail avait débouché sur l'identification d'un certain nombre de facteurs qui étaient l'autonomie du patient avant son arrivée en réanimation, son état de nutrition et l'existence d'un cancer actif. Et on s'est servi de ces 3 facteurs, donc de gravité et de mortalité à 6 mois, pour déterminer une population de sujets âgés, inclus dans une deuxième étude, celle auquel tu faisais référence, et pour lequel on a inclus tous les malades de plus de 75 ans qui n'avaient pas un de ces 3 facteurs. Et pour ces patients, pour ce type de population, on a randomisé 2 attitudes pratiques qui étaient une randomisation qui était faite en cluster hôpital par hôpital et qui déterminait soit des hôpitaux qui admettaient le plus possible ces malades en réanimation. Un malade arrivait aux urgences, avait une défaillance d'organes, et bien, quel que soit le reste des éléments, à partir du moment où il était inclus, on essayait au maximum de l'hospitaliser en réanimation. Et puis les autres hôpitaux qui, eux, faisaient comme d'habitude, avec leurs propres critères, leur propre façon de faire. Et on a comparé finalement le devenir des patients entre ces 2 attitudes. L'étude a permis donc de sélectionner quand même 3000 patients, donc à peu près 1500 dans chaque bras. C'est une étude qui a porté sur près de 30 hôpitaux, qui a duré 3 ans, donc une étude lourde. Et quels sont les résultats? Eh bien, le résultat le plus intéressant et qui était l'objectif principal, c'est qu'il n'y a pas de différence de survie à 6 mois entre les 2 attitudes de prise en charge de ces malades âgés proposés donc, pour la réanimation. Ça, c'est le critère principal. Il y a d'autres critères secondaires qui consistaient à quelle est leur autonomie à 6 mois, pas de différence. Quelle est la lourdeur perçue par l'environnement à 6 mois pour ces malades, pas de différence. Et finalement, ça nous fait sortir
de l'idée. Ça ne prouve pas ça ne dit pas qu'il ne faut pas hospitaliser les malades en réanimation, certainement pas. Mais ça sort de l'idée que plus on est réanimatoire, mieux on est pour le malade. Ça sort de cette idée. Et je crois que c'est une idée, enfin quelque chose de très important. Alors après, il y a, je dirais, une troisième étape qui n'est pas encore faite et déterminée, qui sera de déterminer les facteurs qui doivent pousser les malades à aller en réanimation. Mais c'est un résultat très important, à la fois dans notre comportement et nos décisions, et à la fois pour nous guider sur cette population particulière. D'accord. Juste une précision qui va avec ces résultats très intéressants. J'ai une question sur comment est-ce qu'on définit aujourd'hui un sujet âgé ou très âgé en 2017 ? Alors, je dirais, il y a un effet d'opportunisme par rapport à la définition de l'âge. On avait choisi 80 ans parce que ça nous semblait être le old patient, le patient très âgé. Et puis, en fait, on avait choisi les 75 ans par rapport à des calculs d'effectifs. Maintenant, il faut bien comprendre, et c'est ce que montre bien son étude, c'est que l'âge, finalement, c'est pas le plus important et c'est pas très important. Ce qui compte, c'est le sujet polypathologique, l'autonomie, le contexte, les facteurs associés dont je parlais, et c'est ceux-là qui vont poser très lourd dans la décision. Donc l'âge n'est pas le facteur important, je vous demande de retenir ça, on y reviendra. Catherine, si en plus d'être âgé ou très âgé, ce patient il est chirurgical, est-ce que ça change ? Probablement parce qu'on est dans une situation qui est assez différente. Si la chirurgie, si on a une situation notamment programmée, non programmée, et que la différence, c'est notre possibilité d'anticiper. On va pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se retrouver en situation de se retrouver avec un coup de fil. Ah tiens, j'ai ce patient, 82 ans, on vient de l'opérer de ça, est-ce qu'on peut le prendre en réanimation ? Et ça, sur une chirurgie programmée, typiquement, en dehors d'une complication péropératoire, bien entendu, eh bien, en théorie, ça ne devrait pas être possible. La discussion aurait dû avoir lieu avant. On a les moyens d'anticiper. Je crois que c'est vraiment l'intérêt de la consultation d'anesthésie. Alors, c'est des consultations qui vont être plus longues. Notre job, c'est de faire une évaluation des bénéfices-risques et notamment souvent des risques. C'est notamment de reprendre des critères qui ont été démontrés dans l'étude de Bertrand Guidet et de Dominique Patron. C'est de vérifier notamment des critères de fragilité, c'est de discuter avec le patient, c'est de savoir ce qu'il souhaite, c'est de discuter avec sa personne de confiance quand on ne peut pas discuter avec le patient, et de mettre le patient comme acteur, discuter avec le chirurgien, et après on discute d'un parcours. Et dans le parcours, il y aura ou pas la réanimation, mais dans la plupart du temps, notamment en chirurgie programmée, il faut qu'on ait pu en discuter avant. Et c'est là qu'on a la chance d'avoir les acteurs de cette décision, et notamment le patient et ses proches. Et je crois que c'est vraiment une situation où il faut qu'on essaye d'anticiper ça. C'est très vrai quand on anticipe des risques, quand on fait de la chirurgie sur des gens, des insuffisants respiratoires chroniques. Ils ont leur mot à dire sur comment ils voient les choses pour la suite, est-ce qu'ils veulent être admis en réanimation ou pas. Et il ne faut pas qu'on se retrouve dans des situations où on l'a extubé immédiatement au post-opératoire, ça ne passe pas, il a besoin de réanimation. Oui, mais est-ce que c'était ça que la personne voulait ? Est-ce que ce n'est pas ça que la personne voulait ? Est-ce qu'il y a des choses intermédiaires à discuter ? Je crois que le mot-clé, c'est anticipation et dialogue. Alors, j'entends bien, on ne peut être que d'accord avec ce que tu dis, mais on a tous, je suis sûr, autour de la table et vous chez vous, l'exemple de patients qui avaient été contre-indiqués pour de la chirurgie fonctionnelle en disant il y a trop de pathologies et qui ont été opérés en urgence et où c'est passé. Comment est-ce qu'il faut gérer ça ? Comment est-ce qu'il faut faire ? De la même façon qu'on a le patient très avancé dans sa pathologie, qui a quelque chose de vital, une occlusion sur bride, comment est-ce qu'on gère ? On n'a personne, il est tard. C'est une décision qu'on prend entre anesthésistes, qu'on prend avec le chirurgien ? Souvent, dans ces situations-là, effectivement, c'est souvent à 2h du matin, et donc on manque de correspondants. Par chance, on peut encore joindre les référents de ces patients-là. Par chance, des fois, non. Et puis, on va discuter avec le chirurgien, on va discuter avec le patient quand le patient est compétent et où c'est proche. Et puis, on va prendre des décisions. Le principe reste et restera quand même toujours que quand on n'a pas les infos, quand on n'a pas les moyens de savoir et quand on n'a pas les critères qui nous permettraient de décider d'une chose ou pas, l'idée générale est quand même on fait. Et puis,
eh bien, quelques heures plus tard, eh bien, on réfléchira, on aura le patient, on aura le médecin traitant, on aura ses proches, on saura si oui ou non il y avait des directives anticipées, on aura la personne de confiance et on pourra avoir un dialogue. Alors, il y a des situations extrêmes qui sont effectivement où personne ne va trop discuter de ne pas admettre ou d'admettre. Le reste du temps, il faut accepter que de temps en temps, on ne sache pas et que prendre une décision à 2 heures du matin, quand on n'a pas les infos, je pense que ce n'est pas le bon moment pour prendre les décisions et qu'il faut savoir admettre un certain nombre de situations parce qu'on n'a pas les moyens de décider et que ce bénéfice-là doit rester quand même, bien sûr, au doute du patient. Et puis savoir aussi, le lendemain matin, faire le tour, avoir les informations et puis de décider que, effectivement, à ce stade, poursuivre des suppléances qui auraient été entreprises, eh bien, peut-être que ce n'est pas raisonnable, c'est de l'acharnement. Mais là, on aura toutes les infos, on pourra avoir une démarche qui est conforme à l'esprit de la loi Leonetti. D'accord. Juste pour finir sur cette partie-là, là, j'ai 2-3 questions, c'est questions, commentaires, qui disent le chirurgien veut toujours opérer, de toute façon, et qui disent le chirurgien se planque derrière l'anesthésiste en disant c'est l'anesthésiste qui n'a pas voulu endormir. C'est quoi? C'est de la communication, on en parlera plus tard, c'est autre chose? C'est beaucoup de communication, mais s'il y a une décision de ne pas faire... Alors, moi, je réponds toujours, nous, on peut tout endormir. Mais pourtant, ce n'est pas ça la réponse. La réponse, c'est est-ce qu'il est souhaitable qu'on se lance dans cette intervention, donc que nous, nous endormions et que le chirurgien opère. Donc, le point que ça souligne, c'est vraiment communication. Et cette décision-là, quand on prend ce genre de décision, il n'est pas, je ne crois pas envisageable qu'on puisse aller voir soit un patient, soit ses proches, sans y aller à deux, et le chirurgien et l'anesthésiste avec qui les discussions se sont faites. On ne peut pas y aller. Et effectivement, la pire expression, c'est on ne peut pas l'endormir. Ça n'a jamais été une... Mais tu ne crois pas que c'est ça qui génère que le chirurgien... On dit que le chirurgien... Alors moi, je n'aime pas cette situation caricaturale où on a la chirurgie d'un côté, la réanimation de l'autre, parce qu'on travaille ensemble. Mais je crois que c'est ces situations où on dit on ne peut pas l'endormir d'une façon assez systématique qu'on conduit dans le temps à ce que les chirurgiens, finalement, se reposent là-dessus et ne prennent plus de décision. Donc je crois que ce qui est très important, c'est d'emblée dire aux chirurgiens, moi je suis comme toi, toi tu peux tout opérer, moi je peux tout endormir. Et maintenant, tout est sur la table, on discute, qu'est-ce qu'on va faire. Et il ne faut pas infantiliser les chirurgiens, ce sont des gens totalement respectables et qu'on respecte énormément, mais il faut que ce soit des acteurs avec nous. Et il ne faut pas les amender de cette réflexion. Donc là, à ce stade-là, on est tous d'accord sur à peu près tout. Je propose de faire un peu de controverse. Donc j'ai entendu Dominique qui a dit ce n'est pas l'âge qui est important, c'est la fragilité, ce qu'il y a avec. Est-ce qu'on est sûr que l'âge n'affecte pas le pronostic de nos patients? Alors je vais poser la question à plusieurs d'entre vous avec vos spécificités chacun. En premier, Mathieu Legrand, est-ce que l'âge n'influence pas? Sur un modèle d'un sujet âgé qui peut être sain, qui est le brûlé, est-ce que l'âge n'y est pour rien dans le devenir? Si, clairement, l'âge, c'est un facteur de risque majeur d'évolution, de mauvaise évolution. Et on sait clairement que l'autonomie, les comorbidités et un poids important, mais l'âge en lui-même a un poids très important pronostic. De manière assez intuitive, rien déjà, même sans aller en réanimation, on a quand même plus de chances de mourir à 80 ans qu'à 40 ans. En réanimation, ça sera encore amplifié, tout simplement par la simple et bonne raison qu'on a moins de réserves fonctionnelles. Alors, je crois que les anesthésistes réanimateurs connaissent assez bien la notion de réserve fonctionnelle et que c'est un poids majeur dans l'appréciation du pronostic et de l'évolution. Pour le sujet âgé, c'est pareil. La réserve fonctionnelle est de fait amputée chez les sujets âgés, à des degrés de différence assez certains, mais c'est un poids pronostic majeur. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner sa chance à un sujet âgé qui est brûlé. Là, en l'occurrence, vous me posez la question du brûlé, mais qu'il ne faut pas lui donner sa chance. Mais il faut bien avoir en tête que la réserve fonctionnelle, la réserve d'organes a été amputée chez le sujet âgé. Et donc, encore une fois, on revient sur la notion de réversibilité. Et donc, la réversibilité des déviances d'organes est très amputée chez les sujets âgés. Et donc, même s'il faut donner sa chance
en tout cas, on peut donner sa chance à des patients âgés. Il faudra aussi, et surtout probablement, savoir s'arrêter. Et c'est peut-être ça finalement qu'on sait moins bien faire. Savoir s'arrêter quand on voit que la réversibilité des défaillances d'organes ou de la pathologie qui a amené le patient en réanimation n'est pas au rendez-vous et que la réserve fonctionnelle finalement est trop amputée pour permettre la réversibilité de ces défaillances d'organes ou de la situation qui a amené le mal en réanimation. En l'occurrence, pour le brûlé, par exemple, la cicatrisation, ça peut être la cicatrisation qui sera pas au rendez-vous chez un brûlé, par exemple. D'accord. Là, on ébranle un peu le concept de « il était autonome à domicile, il faut le prendre en réa ». Est-ce que sur le plan de la traumatologie, Marc, tu vas dans le sens de Mathieu ou dans le sens de non, l'âge, c'est pas important? Non, alors je vais malheureusement aller dans le sens de Mathieu. Et je le rejoins complètement. C'est-à-dire que c'est difficile de parler de restreindre l'admission là-dessus. C'est-à-dire que c'est deux problèmes différents. Il ne faut pas être naïf. Et dire que l'âge n'influe pas sur le pronostic, c'est illusoire. Quand on regarde les courbes pronostiques, malheureusement, ça commence pour la traumatologie, la surmortalité commence à partir de 25, 40 ans. 40 ans, on commence à être plus vieux et à perdre des chances, même si on n'a pas de comorbidité. Et donc, quand on est dans les âges extrêmes, qu'on va situer vers 80 ans, là, le pronostic est très mauvais. Il y a une étude qui le montre bien. C'est 9% de retour à domicile quand on prend des traumatisés modérés, pas forcément les plus graves. Voilà, donc l'âge est un facteur indépendant, ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'il ne faut pas admettre parce qu'il a cet âge, mais en tout cas, il ne faut pas être naïf, l'âge est un facteur. Si je prends le système immunitaire globalement, il y a toute une spécialisation en immunité qui s'appelle l'immunosénescence, qui est de regarder et d'observer et d'analyser l'effet du vieillissement sur le système immunitaire. Et le système immunitaire de quelqu'un de 20 ans n'a aucun rapport avec celui de 80 ans en termes de réserve et de réponse. Et donc, il faut pas être naïf, il ne faut pas penser que 80 ans, un patient de 80 ans est le même qu'un patient de 40 ans. Ce serait un peu abusé. On revient un peu sur l'idée de dire peut-être que l'évaluation simple, il est autonome à domicile, entre guillemets, ça ne suffit pas et qu'il faut aller plus loin, il faut évaluer la fragilité ou d'autres choses. Jean-Christophe, en tant que spécialiste de l'arrêt cardiaque, c'est un pas de plus vers l'âge 50 ? Je vais aller dans le même sens que mes prédécesseurs, mais bon, en modérant un peu le propos. C'est-à-dire qu'on a tous eu la notion que l'arrêt cardiaque chez le sujet âgé, chez le patient âgé, c'était catastrophique, c'était quasiment 100% de décès. Avec les progrès de la réanimation, on n'en est plus là. Néanmoins, c'est toujours un facteur pronostic, mais un facteur pronostic comme d'autres facteurs pronostiques dans l'arrêt cardiaque, le rythme initial, la présence d'un témoin, s'il y a eu un massage. Donc ça, c'est une première chose. Et il faut savoir que les arrêts cardiaques qui sont proposés en réanimation ont été sélectionnés souvent en amont, puisque un certain nombre d'arrêts cardiaques chez les patients âgés ne sont pas réanimés. Donc ceux qu'on nous propose, en général, on peut espérer qu'ils sont plutôt de meilleurs pronostics. Et une fois qu'ils ont passé leur séjour en réanimation, il faut savoir que leur devenir neurologique est identique à celui de patients plus jeunes. C'est important, ça, comme argument. Ah oui, en termes de devenir, une fois qu'ils sortent de réanimation, pour ceux qui sortent, bien entendu, parce que l'arrêt cardiaque étant une pathologie extrêmement grave, mais pour ceux qui sortent, derrière, leur devenir neurologique est identique à des sujets plus jeunes. Donc c'est important de le savoir. On ne va pas faire des patients végétatifs une fois qu'ils sont passés en réa. C'est un message important qui va bien dans le sens, il n'y a pas que l'âge. Il y a l'âge, mais pas que. Mais il n'y a pas que ça. Peut-être pour finir sur l'âge, Dominique, est-ce que les résultats de ton étude, ça a changé ta vision, tes attentes entre âge et soins critiques? Non, sur l'étude elle-même, elle ne porte pas sur l'âge et sur le poids de l'âge. Par contre, je dirais sur la poursuite de l'étude, ce qui est intéressant, c'est de ne pas être focalisé sur l'âge. L'âge, son problème, c'est que c'est très simple à déterminer, c'est très précis, et ça focalise les gens. Et donc ça amène à des décisions qui portent sur un élément très précis et qui arrêtent la discussion. Et c'est ça l'erreur. Je crois qu'il faut aller au-delà de ça et beaucoup plus analyser, comme je disais tout à l'heure, la fragilité et l'autonomie du patient, mais dans une démarche qui, elle aussi, doit être rationnelle. Il y a des échelles de fragilité, il y a des échelles d'autonomie qui permettent de déterminer et de prendre en compte d'autres facteurs qui pèse beaucoup plus fort, enfin qui pèse beaucoup plus lourd, que l'âge lui-même. D'accord, merci beaucoup. Alors je vous propose qu'on qu'on passe de l'âge extrême à un autre facteur qui, au moins dans notre inconscient, influence grandement l'admission en soins critiques ou pas. Catherine, les comorbidités.
Une comorbidité Ouais. chronique importante, est-ce que ça change? Bon, je vais prendre évidemment le modèle de la cirrhose. Je pense que effectivement, entre une personne âgée et un cirrhotique qu'on présente à un réanimateur, je pense que pendant longtemps, le cirrhotique était encore plus grevé d'un petit côté un aspect un peu négatif sur son admission. Je crois que les choses évoluent. Mais je trouve que c'est un joli modèle parce que ça permet de... C'est une pathologie, lorsqu'elle se décompense, on sait que à la deuxième ou à la troisième, et en fonction de la gravité de la décompensation, c'est non réversible. Et donc, on rentre bien là dans quelque chose où on est limite de réanimation. Rentrer une défaillance d'organes en réanimation qui est non réversible, ça peut questionner. Et pour autant, la seule façon qu'on a de ramener les choses sur une espérance de vie satisfaisante, ça va être la transplantation. Et là, on voit bien qu'on va associer une décision d'admission en réanimation avec quel est le projet du malade. Et donc, à gravité égale, eh bien, on peut décider d'admettre ou de poursuivre une réanimation parce qu'elle a du sens. Et c'est toujours le même terme, enfin, je trouve qu'il revient à plusieurs reprises, c'est est-ce que ça a du sens? Oui, il est cirrhotique, oui, il a une cirrhose décompensée, mais oui, il y a un projet de transplantation. Et parce qu'il va avoir accès à la transplantation, oui, ça va améliorer son devenir, donc cette admission a du sens. Et même patient, même âge, même degré de décompensation de cirrhose, mais une comorbidité, une pathologie, un cancer actif ou une cardiopathie évoluée, le sens n'y est plus parce que c'est une pathologie qui est extrêmement mortelle, assez rapidement mortelle, et du coup, une admission en réanimation ou une poursuite de soins intensifs perd son sens. Donc là, on retrouve la notion effectivement, de temps en temps, des situations qui peuvent paraître extrêmement graves, c'est certain, sauf quel est le sens, parce que quel est le projet qui est derrière. Et là encore, on retombe sur la nécessité de pouvoir discuter avec les gens qui les ont en charge ou les gens qui pourront dire si oui ou non on peut évoquer un projet pour ces patients. D'accord, j'ai Marc-Léon qui trépigne là, juste à côté. En réanimation, il faut avoir une réversibilité des défaillances. Il ne faut pas que la suppléance soit constante. Et donc, c'est exactement ce que vient de dire Catherine. Il faut qu'il y ait un projet derrière. Le projet qui peut être une transplantation, mais on ne peut pas mettre une suppléance qui va être terminale. Et en aucun cas, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, la réanimation peut être le lieu de fin de vie d'un hôpital, ou alors si ça se fait quelque part, c'est pour pallier à une carence du système dans lequel on exerce. Mais nous, notre rôle en tant que réanimateur, c'est soigner des patients pour les sortir d'une défaillance vitale, aiguë, réversible. Et c'est ça le fond de notre engagement et notre métier. C'est important à rappeler. D'accord. Quand on parle de la cirrhose, et Catherine l'a bien dit, ça fait des années qu'on est là-dessus, il y a le côté comorbidité, mais il y a un petit peu plus dans c'est pas de la réanimation, qui sûrement va au-delà de la comorbidité en tant que telle. Si on change l'organe et qu'on se met sur l'organe noble en médecine, entre guillemets, le cœur... Après le rein, voilà, Mathieu Legrand qui a un atavisme particulier pour le cœur. Est-ce que sur l'insuffisance cardiaque évoluée, c'est la même chose que pour le cirrhotique ou il y a des différences parce que le cœur c'est noble? Non, globalement, on revient toujours au même, quel que soit l'organe, au même concept, encore une fois, caractère aigu, réversible et la notion de réserve. Et toute la balance et tout le degré d'incertitude réside là, en fait. C'est quelle est la part de réversibilité et donc quelle est la réserve finalement de l'organe. Et ça dépend finalement de la connaissance du dossier. Et c'est pas du tout pareil si on est sollicité par le cardiologue référent du patient qui pense qu'il y a un projet en effet derrière, qui est le patient a déjà fait certes peut-être plusieurs décompensations, mais qui a un bon espoir qu'il y ait une réversibilité et que le patient puisse retourner à domicile. Et on sait qu'il refera des décompensations, mais son cardiologue référent pense que c'est licite de solliciter le réanimateur pour une admission. Et le problème est très différent de l'appel du collègue urgentiste qui n'a pas le dossier forcément complet en main, qui n'a pas le projet forcément complètement en main, qui n'a pas forcément les souhaits aussi et puis la connaissance des souhaits du patient. Et là, la situation est très différente. Dans ce cas-là, comme disait Catherine Pogam, il faut essayer d'étayer un peu plus le dossier si on peut avoir contact avec le référent.
cardiologue notamment du patient. Et dans le cas contraire, eh ben, encore une fois, c'est le bénéfice du doute. Et ça, on le sait, en réanimation, globalement, ce qui fait le pronostic, ce n'est pas tellement la gravité initiale, c'est la réversibilité des défaillances d'organes. Donc c'est l'évolution des défaillances d'organes, c'est l'évolution de la gravité. Et si les défaillances d'organes sont rapidement réversibles, je suis d'accord, c'est rarement le cas dans les défaillances d'insuffisance cardiaque sévères, étiquetées terminales, mais on ne sait pas toujours qu'elles sont terminales avant qu'elles le soient réellement et qu'on ait un peu de recul. Et donc finalement, eh ben, c'est le recul, il faut se laisser parfois un peu de recul quand les éléments du dossier ne sont pas en notre possession. D'accord. Juste peut-être, il faut qu'on réponde à mon avis à 2-3 questions que j'ai groupées un petit peu. On fait le premier qui répond. Dans les régions, dans les pays où il n'y a pas d'unité de neurovasculaire, qu'est-ce qu'il faut faire des AVC étendus? Celle-là, peut-être, elle se rapproche de qu'est-ce qu'on fait aux urgences des patients qui arrivent. Ils ne devraient pas y arriver, mais ils arrivent quand même aux urgences avec une pathologie chronique en bout de course. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le mieux qu'on peut. Il n'y a pas de recette miracle. Pas de recette miracle, on fait le mieux qu'on peut. Le mieux, c'est d'avoir une UNV. Il n'y a pas d'UNV, on fait sans UNV. On ne peut pas avoir de réponse plus... C'est difficile. Dans aussi autre question, mais qui ne sont pas très loin, il y a donc on élimine les cancéreux sans espoir de traitement des unités de soins critiques, ou on élimine les cancéreux tout court des unités de soins critiques. Non, c'est pas du tout ça. Si on sort les cancéreux des réanimations actuellement, il ne restera pas beaucoup de patients. La plupart des patients qu'on traite... Parce que leur pronostic n'est pas forcément mauvais. Nous, on parle de défaillance d'organes. Nous, on est des spécialistes de la défaillance d'organes et on peut se dire que ce patient qui a 4 défaillances d'organes avec des comorbidités a une chance de survie qui est nulle et donc lui, peut-être qu'il ne faudra pas l'admettre. Nous, on n'est pas oncologue. Si l'oncologue nous dit que ce patient a un pronostic en termes d'oncologie favorable, même de quelques mois, on n'a pas discuté ce versant-là. On n'a pas discuté ce versant-là. Nous, on traite les défaillances d'organes et on discute avec notre collègue oncologue pour savoir jusqu'où on va dans un contexte. Et puis on discute aussi avec le patient et la famille. Mais ce n'est pas du tout un critère. Donc ce n'est pas limitatif. Je pense que c'est très important pour les critères d'admission. Après, il peut y avoir, si la réanimation se prolonge et s'il y a des choses qui se passent, alors la discussion va être différente, bien sûr. Mais c'est un autre débat. Je crois qu'il faut dissocier pour des critères d'admission. Il n'y a pas ce critère-là ne joue pas. On pourrait dire, pour donner quelque chose de pragmatique, mais qu'une survie estimée à 3 mois, si on pense qu'on peut régler le problème assez rapidement, ça ne doit pas être un frein à l'admission en soins critiques. C'est difficile de mettre des chiffres. Non, mais à un moment, il faut en mettre parce qu'on est tous... Au moment derrière nos téléphones à accepter ou pas accepter des patients, on a la chance d'être ensemble, de pouvoir en discuter. S'il y a une survie à 3 mois avec un confort acceptable, un patient qui le demande et un entourage qui le demande, je crois que oui, la question se pose pas. Parfois, c'est juste le temps nécessaire pour que les gens réalisent un certain nombre de choses, disent un certain nombre de Même choses. Rentrer à la maison, et rentrer à la maison, règle des choses. Donc c'est très difficile de donner une marge. Et de temps en temps, effectivement, il y a des sorties de réanimation parce que les gens ont des choses à régler. Et je pense que c'est pas effectivement compliqué de dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà. Les gens ont des choses à régler, c'est important. Ça fait penser que tout ça peut-être, une grande partie en tous les cas, ça doit pouvoir se régler avec de la communication. Et peut-être que si on communique mieux, si on n'entend plus les réflexions du style les chirurgiens se protègent derrière les anesthésistes ou c'est l'anesthésiste qui n'a pas voulu endormir, tout ça c'est peut-être de la communication sur laquelle il faut qu'on progresse pour améliorer. Jean-Christophe. Oui, en fait, c'est vrai qu'on a parfois beaucoup d'incompréhension entre anesthésistes réanimateurs et autres spécialités. Ça vient probablement de visions un peu différentes, puisqu'on veut traiter le même patient, mais parfois avec une vision d'organe ou d'organisme. Donc il va falloir essayer de faire cohabiter ces visions. Et puis souvent, parfois, une idée fausse de la réanimation. C'est-à-dire que l'admission en réanimation ne règle pas tous les problèmes. On l'a déjà dit, mais c'est vrai que j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce qu'un patient va en réanimation qu'il va pouvoir sortir de réanimation, on va pouvoir lui rendre service. Donc il faut bien que ça, tout le monde le comprenne. Et une grande partie des problèmes de communication, je pense, sont liés à cela. Alors idéalement, c'est vrai qu'il faudrait avoir des critères avec différentes spécialités pour savoir quel patient on admet en séance continue, en réanimation. Bon, c'est un peu illusoire, hein, on le sait tous. Et en pratique, il va falloir qu'on se mette autour d'une table pour discuter qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a, avec des critères objectifs,
pronostic, de défaillance, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver auprès d'une famille et d'être pas d'accord sur l'admission ou pas en réanimation entre un anesthésiste réanimateur et une autre spécialité. Donc à tout prix, il va vraiment falloir avoir ce consensus en essayant d'utiliser tous les arguments possibles, imaginables, mais surtout médicaux et objectifs. Puisque tu parles de famille, peut-être qu'aux urgences, vous avez une vision différente des familles. On a une contrainte particulière, on a parfois Ou un avantage, c'est pas forcément une contrainte. Beaucoup de malades, un temps réduit, et un risque. Un risque, c'est d'oublier de dialoguer avec la famille. La famille, c'est un élément très important dans la décision, et en particulier la décision d'aller en réanimation ou pas. Et je crois qu'il est très important de présenter à la famille, quand le patient n'est pas en état de discuter, le rapport bénéfice qu'on attend par la réanimation et souffrance que ça va provoquer chez le patient. Et notamment chez le sujet âgé, c'est quelque chose de très important en termes de discussion et de communication, parce qu'à ce moment-là, on prend une décision partagée, beaucoup plus sereine, que si on ne fait pas cette démarche absolument nécessaire. C'est deux notions importantes. La réanimation, ça ne règle pas tous les problèmes, et la réanimation, ça peut générer des souffrances. Et je crois que dans la balance, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre avec les familles, avec nos collègues, avec le patient aussi, peut-être Mathieu, pour finir rapidement. Le patient, clairement, c'est quand même lui qui reste au centre de la décision et du projet. Donc, le problème de la réanimation, et ça on le sait bien, c'est que le patient n'est pas toujours justement apte ou compétent pour donner son avis. C'est pour ça que, ça c'est notre chance quand même en tant d'anesthésiste réanimateur d'avoir accès parfois avant que les problèmes surviennent. Et ça je reviens à Catherine Pogam qui mentionnait le rôle de la consultation, de l'information, et même plus largement, probablement qu'on sous-estime la méconnaissance de ce qu'est la réanimation. Et donc ça passe probablement par une information du grand public. On ne fait peut-être pas assez, nous, en tant que professionnels, de ce que c'est la réanimation, quels sont les bénéfices, quels sont les risques et les contraintes. Plus localement, en consultation d'anesthésie ou avant de voir les patients, de se mettre d'accord. En tout cas, quand il y a une admission en réanimation ou en USC qui est programmée ou plausible, de expliquer et déjà d'essayer de sonder sur ces directives anticipées, sur ce que lui souhaite dans son projet. Et après, si je peux juste rajouter un point, c'est pas parce qu'on l'a vu et qu'il y a eu des directives anticipées qu'il ne faut pas garder quand même le patient au centre de la décision. Et dans les projets ou dans les choses à régler, moi je donne juste un exemple, moi qui m'avait beaucoup marqué, un patient qui avait fait des directives anticipées, ce qui est quand même très rare finalement, des vraies directives anticipées, de non-admission en réanimation, pas de mise sous ventilation mécanique parce qu'il savait qu'il était très à risque de développer une insuffisance respiratoire terminale. Le jour où la situation s'est présentée, en le réinterrogeant, il a clairement voulu être placé sous respiratoire artificiel pour pouvoir justement dire au revoir à sa famille, être réglé comme Catherine Pogam l'a dit. Et le rôle du réanimateur est aussi là, c'est toujours de placer le patient au centre de sa décision ou de son souhait dans l'admission et puis après, éventuellement, dans l'arrêt des thérapeutiques. Mais la loi nous aide bien là-dessus, notamment sur les directives anticipées. Pour conclure rapidement, on a vu que c'était compliqué, qu'on progresse, que les choses changent. On peut peut-être avancer encore un peu plus. Je vous propose de donner un message clé chacun en 30 secondes, 45 secondes et de donner l'honneur à Catherine. Pour prendre cette décision de qui on admet, je pense que le mot a été dit plusieurs fois, c'est dialogue. Dialogue avec le patient quand c'est possible, mais aussi les urgentistes, les SMURIS. Il y a des situations où il n'y a pas besoin de dialogue, il y a des critères, c'est les filières. Et puis il y a des situations où on va discuter et on va dialoguer le patient, ses proches, les autres professionnels, le chirurgien, on est souvent dans là. Et je pense que c'est comme ça que ça doit être fait pour avoir des décisions sereines et qui essayent d'avoir du sens. Jean-Christophe. Oui, alors moi je voudrais insister sur le patient âgé, le vieillissement de la population, c'est vraiment une question de société, et même si on a tous montré que c'est un facteur pronostique à lui seul, l'âge, il faut savoir que ce n'est pas un critère pour décider oui ou non d'une admission en soins critiques, mais c'est plutôt l'association avec les autres comorbidités. Dominique ? Dans la décision d'admission en réanimation, il y a des facteurs relativement évidents, la pathologie, la gravité, les facteurs... Et puis il y a des facteurs associés qui sont moins évidents et qu'il faut absolument prendre en compte, c'est la fragilité et l'autonomie.
2 mots importants. Mathieu, Eh ben moi, pour... 45 secondes maximum. Je me dépêche. Globalement, l'idée, en tout cas, c'est la question qu'on va se poser en tant que médecin, c'est est-ce que je vais rendre service à mon patient finalement si je décide de l'admettre en réanimation. Voilà, le principe de bienfaisance s'applique aussi pour les critères d'admission. Et donc, est-ce qu'il y a un bénéfice attendu ? On est tous d'accord, je crois que le bénéfice du doute prévaut quand il est là, mais est-ce que je vais rendre service à mon patient si je l'admets en réanimation ? C'est la question qui me paraît assez centrale. Une vraie question. Marc-Léon, pour finir. Mais je crois que ce qu'on a vu au départ, c'est l'hétérogénéité des pratiques. Et ça, c'est embêtant. Donc il faut des filières, comme l'a dit Catherine. Je crois que c'est très important, des filières, des parcours, un projet de soins par patient. Et il ne faut pas penser que ne pas aller en animation, c'est forcément une perte de chance. Ça, c'est important aussi. Et ce sera la phrase de la conclusion. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Merci de nous avoir suivis malgré les petits problèmes techniques sur le site de la SFAR. Donc pour se rattraper, le replay sera disponible dès la semaine prochaine, exceptionnellement. D'habitude, c'est un peu plus tard. On vous donne rendez-vous sur le prochain rendez-vous majeur de la SFAR, qui est le e-congrès, qui sera le 3 février. Le site pour s'inscrire, vous savez que l'inscription est gratuite pour tous les membres de la SFAR, est ouvert. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire quand même. On est vraiment très content que vous ayez pu assister à cette émission. J'espère qu'on a pu apporter quelques éléments importants qui changeront vos pratiques. On est une fois de plus très heureux d'avoir pu tenir cette émission. Merci à tous d'avoir été là. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour le e-congrès.